Le massif du Mont-Blanc est à la vallée de Chamonix, ce que la Tour Eiffel est à Paris. Un monument visité, photographié, admiré par des milliers de personnes venues du monde entier chaque année. Quelques minutes suffisent pour gravir les 300 mètres de la Tour Eiffel, mais il vous faudra un petit peu plus de temps et d'entraînement pour aller tout là-haut à 4810 mètres d'altitude en haut du Mont-Blanc. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Mont-Blanc. Nous sommes aujourd'hui à Chamonix, capitale de l'alpinisme. Ici, les amoureux de la montagne se croisent, se rencontrent et partagent une même passion. Une passion que vous pouvez désormais toucher du doigt grâce à l'espace alpinisme, un lieu unique à découvrir au cœur de Chamonix. Mais avant de pousser les portes de l'espace terrasse juste derrière moi, je vous propose de regarder le sommaire de cette émission en images. Les loisirs de pleine nature accessibles à tous, c'est l'objectif que s'est fixé Altitude Nature, basé à Sallanches, en proposant des découvertes sportives du pays du Mont-Blanc, notamment grâce à ce fauteuil tout-terrain. 6 jeunes chiots Saint-Bernard ont vu le jour il y a peu à Cervaux. Cet élevage se visite toute l'année pour mieux connaître cet animal aussi impressionnant qu'affectueux. Le trail, c'est la discipline qui monte. Pour en profiter, mieux vaut prendre un bon départ. Nous avons suivi les conseils de James Keller, guide et passionné de cette discipline. Et enfin, direction Megève qui vous emmène à la découverte de son histoire et de ses secrets grâce à une baie des jeux de piste dans les rues de la station village. Personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou même valide, chacun peut découvrir la montagne à son rythme grâce à du matériel et des équipements adaptés. De nouveaux horizons s'ouvrent pour tous au pays du Mont-Blanc. Regardez! L'association Altitude Nature existe depuis 1 an maintenant. Elle a été fondée notamment pour le matériel handisport, pour faire les activités handisport au pays du Mont-Blanc. Je travaille effectivement avec des personnes qui ont un handicap physique, mental. Donc j'avais vraiment cette volonté de développer des activités liées à la nature, aux loisirs de pleine nature en destination des personnes qui ont un handicap et de pouvoir leur permettre de partager, de profiter également de la montagne, de réaliser des descentes en fonction du handicap et de leurs possibilités. Sur ce modèle-ci, c'est un fauteuil tout-terrain qui permet aux personnes de pouvoir se déplacer en montagne. Donc il n'y a pas de moteur, on fait uniquement de la descente avec ce matériel. Ici vous avez le Simgo où les pratiquants en fait, sont uniquement assis dans le fauteuil et c'est en fait un pilote qui dirige et qui freine le Simgo. Les personnes qui font des descentes avec ce type de matériel ont des sensations qui sont quand même très intéressantes puisqu'elles vont être assez basses au niveau du sol. Donc elles vont pouvoir à la fois se déplacer dans le milieu naturel, guider pour le fauteuil tout-terrain. Pour le Simgo, c'est avoir des sensations et descendre, essayer de faire des petits passages un petit peu techniques puisque l'objectif du matériel, que ce soit le Simgo ou le fauteuil tout-terrain, c'est pas de faire de la vitesse, c'est vraiment de faire des déplacements dans des milieux montagnards, un petit peu forestiers, et puis de pouvoir profiter du cadre et de l'environnement qui est autour de nous. C'est également la possibilité pour eux de partager des activités en famille avec des personnes de leur entourage qui pourraient être les personnes valides en fauteuil tout-terrain ou même à VTT et les personnes qui ont un handicap, soit en Simgo, soit en fauteuil tout-terrain. Malgré le handicap, on a des possibilités de se déplacer et de faire des loisirs de pleine nature, que ce soit en individuel, en famille ou en groupe. Nous sommes en compagnie d'Odile Secville. Bonjour Odile. Bonjour. C'est vous qui accueillez et qui guidez les visiteurs dans cet espace terrasse qui se décline finalement en 3 lieux différents, c'est bien cela? Tout à fait, et je vais vous les présenter. Vous allez avoir donc le musée des cristaux, qui est une exposition permanente. Actuellement, nous avons donc le quartz dit de Napoléon, qui est un près du Muséum de Paris. Après, nous allons passer à l'espace alpinisme, qui n'est pas un espace, qui est un centre de découverte sur l'alpinisme et qui est également permanent. Nous avons au sein de cette exposition de l'alpinisme, nous avons également donc une exposition temporaire de Pascal Tournaire, qui est un photographe de montagne. Avec des photos absolument fabuleuses. Qui sont vraiment à découvrir. Qui sont à découvrir. Il faut vraiment s'arrêter pour d'abord, bien sûr, les admirer et aussi
prendre le temps de lire, de découvrir les petites phrases qui sont sur chaque photo. Cette exposition est également très ludique, donc s'intègre très très bien dans l'espace alpinisme. Cet espace terrasse va bientôt fêter son premier anniversaire. Oui. Pourquoi a-t-il été imaginé? Quelle est sa vocation première? Sa vocation première, c'est de permettre aux visiteurs de se mettre justement dans la peau d'un alpiniste, de découvrir le monde de l'alpinisme, qui est un monde fantastique. Beaucoup de personnes n'auront pas malheureusement l'occasion d'avoir cette chance d'aller sur ces hauts sommets et on espère, avec cet espace qui est ludique et interactif, mettre ces visiteurs dans cet esprit et dans ce monde merveilleux de l'alpinisme. Alors pour rentrer dans la haute montagne, parce qu'on rentre ici aussi dans la haute montagne, on commence par le refuge, on fait quelques pas sur la neige. Oui. C'est un musée comme ça, c'est pas un musée justement, c'est un espace où on va se promener, découvrir au fur et à mesure. C'est un parcours. Un parcours, comme vous dites, nous sortons donc des refuges et nous allons donc découvrir les 5 stars, c'est-à-dire les sommets mythiques. Il y a donc les Grandes Jorasses, vous allez retrouver les Grandes Jorasses, les Drues, le Mont Blanc, l'Eiger, le Cervin. Et là, vous allez pouvoir justement vous promener, choisir une voie, la sélectionner et pouvoir vous faire plaisir, voir le tracé, voir comment l'alpiniste, quel trajet il a pris et le retrouver parfois avec des photos ou des films. Il y a aussi une autre activité qui est juste derrière nous, c'est un simulateur d'escalade. Alors extraordinaire. Là, ça c'est fabuleux. Fabuleux, surtout que nous sommes les premiers donc, à avoir ce simulateur. Nous en sommes très fiers. Donc pareil, aussi bien les jeunes, les moins jeunes, prennent beaucoup de plaisir à tenter une voie et à découvrir un petit peu les mouvements que l'on peut retrouver dans l'escalade. Les prises sont nommées, donc après les avoir faites donc, virtuellement, ils peuvent les retrouver. Ils peuvent les retrouver sur des blocs et donc voir qu'est-ce que c'est qu'un graton, une fissure, un bac. Et c'est ce qu'il y a de bien dans cet espace, c'est qu'on n'est pas dans une exposition musée où on doit juste regarder avec les yeux. Là, on a vraiment le droit de mettre les mains, de toucher la matière. Se faire un grand plaisir. Se faire un grand plaisir, être l'alpiniste qui prend le piolet, qui prend le mousqueton, qui prend la corde. Et voilà, donc c'est le petit plus qu'on a voulu donner à je ne vais pas dire cette exposition, à ce centre de découverte sur l'alpinisme. Et puis on retrouve aussi toute l'histoire, les grands personnages qui ont marqué cette vallée de Chamonix et tout ce massif. Merci beaucoup Odile de nous avoir accueillis et guidés ici. Eh bien écoutez, c'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à nous et j'espère vous accueillir et accueillir beaucoup de monde et pouvoir faire découvrir ce monde merveilleux. Avec très grand plaisir. Moi je vous invite maintenant à descendre à quelques kilomètres à Servoz où nous partons dans l'élevage de René Dumont et de son mari. Ils sont tous les deux amoureux des Saint-Bernard et en voyant ces images, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ils sont 6, ils ont 2 mois et demi et dans quelques temps ils pèseront près de 80 kilos. La naissance de Saint-Bernard dans ce chenil situé à Servoz est toujours un événement. Et pour cause, ici on fait le choix d'une seule portée par an pour des questions de qualité. René Dumont est une passionnée, voilà plus de 27 ans que son mari et elle vivent en plein cœur du pays du Mont Blanc et c'est dans cette maison familiale qu'ils ont pu donner libre cours à leur passion en élevant jusqu'à 30 Saint-Bernard. Leur passion, ils la partagent depuis 1985 en ouvrant les portes de leur élevage et toutes les visites commencent par une mise au point. Le vrai Saint-Bernard, il était à poil court et c'est celui qu'on va vous montrer. Les bébés qui sont là-bas sont tous à poil court. Hein. Mais pour le moment, ils ont un poil un petit peu dufteux parce que ce sont des bébés, donc ils n'ont pas encore vraiment le poil du Saint-Bernard. On va aller chercher la maman de ces bébés qui s'appelle Banquise. Le Saint-Bernard au poil court, donc, était le fidèle compagnon des religieux de l'hospice au sommet du col du Grand Saint-Bernard. Un refuge pour les voyageurs et les pèlerins. Ils allaient à la rencontre des voyageurs qui passaient ce col du Grand Saint-Bernard. Et ils leur montraient le bon chemin puisque ce chien, en marchant à plusieurs, il tassait la neige. Il leur apportait déjà le premier réconfort qu'on pouvait avoir à cette époque, donc boire quelque chose de chaud. Et puis, il leur donnait l'espoir de rencontrer quelqu'un, puisqu'ils avaient une boisson chaude dans le tonneau. Cela voulait dire qu'à un endroit, quelqu'un les attendait. Le Saint-Bernard est capable de sentir l'homme à 1 kilomètre. C'est l'une de ses nombreuses qualités. C'est un chien
qui est très amoureux de ses maîtres, qui a un caractère pacifique, qui est très observateur. Et sur la totalité des chiens que nous avons eus en 30 ans, puisque nous en avons élevé 82, nous avons trouvé de véritables personnages. Aujourd'hui, ces enfants originaires du Nord, en vacances dans le pays du Mont-Blanc, sont venus découvrir ce chien si emblématique. Et la question la plus récurrente porte sur la fameuse bénédiction du Saint-Bernard, à savoir le filet de bave. Pourquoi ils bavent, nos Saint-Bernard? Parce que vous pouvez remarquer qu'ils ont des grandes lèvres, des grandes babines. Et puis le Saint-Bernard, il est très gourmand. Alors quand il voit une gourmandise, il salive. Comme ils aiment que la neige, la pluie, et que quand en été, ils doivent se cacher du soleil, que la bave, comme ils ont des grandes lèvres, et ben la bave elle tombe quand ils ont faim, et ils aboient quand ils ont envie d'avoir un gâteau. C'est joli, mais c'est baveux, hein. Dans cette maison, on parle chien toute la journée. On se préoccupe du bien-être des 17 adultes, mais aussi des nouveau-nés qui sont bientôt appelés à rejoindre leur nouvelle famille. On est là tous les jours, vigilants sur savoir qui n'a pas mangé, voir qui n'a pas fait un caca correct. Donc c'est un souci. Et puis ça arrive le jour où ils doivent partir. Alors là, c'est la boule. C'est la boule. D'ailleurs, je suis exécrable. Dans les 2-3 jours avant la vente de nos chiens, je suis infernale. Une angoisse pour Renée qui souhaite que ses chiens et leur maître filent le parfait amour. Raison pour laquelle elle n'hésite pas à rappeler les contraintes. De l'espace, de l'exercice, de nombreux poils perdus, une bave persistante et quasi permanente, sans oublier le coût de l'alimentation, 100 € par mois. Mais pour répondre à toutes les questions ou tout simplement découvrir le Saint-Bernard, sachez que le chenil est ouvert toute l'année, la visite est payante et dure environ une demi-heure. Et si vous abordiez la montagne en courant, à la montée comme à la descente, nombreux sont ceux qui avalent le dénivelé en petite foulée. Effort surhumain, pas vraiment, mais discipline sportive d'endurance et de résistance. Le trail se démocratise. Je vous propose de rejoindre le mouvement en compagnie de James Keller qui va nous donner les 5 règles d'or pour oser le trail. Quand on court en montagne, on fait du trail, quoi. Et en fait, l'esprit du trail, c'est ça, c'est courir en montagne, profiter de l'instant, profiter du terrain qui nous est offert. C'est découvrir d'autres endroits et c'est pas uniquement avec un dossard. L'idée, c'est de savoir ce qu'on veut faire au niveau du trail. D'où on vient, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de la randonnée traditionnelle et puis parce qu'ils ont vu un jour, ils ont été spectateurs d'un trail, ils ont été attirés par la discipline. Pour les gens qui viennent de la course à pied, le gros avantage qu'ils peuvent avoir, c'est d'avoir une condition physique déjà qui sert pour la course, ils sont prêts physiquement. Le petit manque, je pense, pour certaines personnes, c'est la méconnaissance de la montagne. Il va falloir qu'ils s'adaptent, il va falloir qu'ils découvrent une nouvelle technique de manière justement à pouvoir passer ces obstacles. On s'équipe bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas transposer du matériel de marathon sur un trail. On va s'adapter encore une fois au terrain, c'est-à-dire que les chaussures de running vont être adaptées au terrain. On va avoir des vêtements qui vont avoir une capacité thermique, alors qu'en marathon, on est relativement léger. On va avoir un sac à dos qui va épouser la forme du corps. L'idée, quand on va porter notre sac à dos, c'est que le sac à dos ne nous handicape pas et puis qu'on ne soit pas traumatisé au niveau des articulations. Progresser, c'est quoi? Progresser, c'est sortir de sa zone de confort. À partir du moment où on désire faire un trail, il va falloir de toute façon progresser d'un point de vue technique. Et là, on va être obligé de passer sur des chemins de traverse, que ce soit à la campagne ou à la montagne. On va être obligé d'aller sur des terrains qui soient un petit peu moins aseptisés, d'apprendre à courir sur des pierres, d'apprendre à courir en pente, que ce soit à la montée ou à la descente, et d'adapter un petit peu sa technique de course à ce genre de terrain.
en haute montagne, les gens voient le sommet encore loin et se disent « non, j'en peux plus ». En fait, c'est pas « je n'en peux plus à l'instant présent », c'est « je ne me vois pas faire encore tout ce dénivelé ». Ou alors, en trail, je ne me vois pas encore faire tous ces kilomètres. Je leur dis « mais est-ce que le pas que tu es en train de faire est dur ?» Ben non, ça va. Et celui que tu fais maintenant? Ben non, ça va. Et si on en refait 3? Ben non, ça va aller. Eh ben on va continuer. Et puis on va gérer en fonction. L'Éco-Mont-Blanc, en fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que je cours, je fais du trail et je suis guide de haute montagne. J'adore la montagne, c'est vraiment ma passion au départ. J'ai la chance de pouvoir en vivre. Et puis, j'ai voulu conjuguer les deux. Pourquoi ne pas relever un challenge tout en mariant en fait la tradition montagnarde, c'est-à-dire de partir d'un fond de vallée, de faire un sommet et de revenir dans le fond de vallée par nos propres moyens, en y ajoutant quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est le trail. Et puis, ça rajoute un petit challenge supplémentaire. L'objectif, c'est de le faire en moins de 24 heures. L'idée, c'est de faire le Mont Blanc autrement, tout en se faisant plaisir et en allant chercher ce petit challenge supplémentaire. Nous sommes en compagnie de Jean-François Collignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Compagnie des Guides ici à Chamonix. C'est ça. Que représente un espace comme celui-ci pour vous? C'est quelques émotions, quelques souvenirs? C'est l'histoire de l'alpinisme, avec ses grands noms, et puis l'évolution qu'on peut avoir dans sa pratique moderne maintenant avec des jeunes qui vont à travers le monde chercher des nouveaux espaces vierges. Et puis l'histoire avec un grand H, des précurseurs de l'alpinisme et puis des époques héroïques. Voilà, des grands Ces noms visages pour vous sont familiers, j'imagine? Oui, c'est des légendes pour nous, c'est clair. Pourquoi ce sont des légendes? Parce qu'ils ont marqué leur époque avec une philosophie dans l'alpinisme qui est différente que celle de maintenant, mais qui à leurs époques c'était des pionniers. Entre guillemets, on dit qu'ils engageaient vraiment, comme peut-être maintenant on n'est peut-être plus capable de faire. Alors on parle toujours de Chamonix comme la capitale de l'alpinisme. Qu'est-ce qui lui vaut ce nom? Alors déjà l'histoire, parce que l'alpinisme est né en tant que tel ici, c'est vraiment la genèse, de par le Mont Blanc, le plus haut sommet, c'était le challenge, quoi. Et puis après, c'est cumulé à ça un facteur un petit peu topographique, c'est-à-dire que le massif du Mont Blanc est un massif qui est très diversifié, avec des courses de neige, des cours de rochers, une qualité de rocher pour tout ce qui est escalade qui est magnifique, qui est superbe, c'est du granit, de la protogine qui est vraiment unique au monde quasiment. Et puis l'accessibilité justement au sommet, parce que là en 3 ou 4 montées mécaniques, on vous drop à 4000 mètres en l'espace de 20 minutes, ce qui n'existe quasiment nulle part ailleurs dans le monde. Donc le côté capital mondial de l'alpinisme, ça je pense qu'on le garde et ça a été, c'est et ce sera encore un petit moment, je pense. Ouais, c'était l'expression pour hier, mais c'est l'expression aussi pour demain, oui. Même si tout le monde s'aventure vers d'autres terrains. Oui, mais c'est le camp de base. Le camp de base, c'est là, c'est clair. Tout alpiniste, quel qu'il soit dans le monde entier, il y a un moment, il viendra à Chamonix, que ce soit pour faire la face nord des Grandes Jorasses, la face ouest des Drues avant qu'elle tombe. Enfin, il y a des sommets, des parois qui sont mythiques et dans le CV d'un alpiniste, c'est incontournable. Qui sont les alpinistes qui viennent aujourd'hui pratiquer ce massif du Mont Blanc? Est-ce qu'ils ont évolué, changé? Alors les alpinistes ont forcément changé parce que la pratique de l'alpinisme, il évolue dans le temps. On n'est plus à l'époque héroïque de certaines décennies. Là, on est plus dans une recherche, je dirais, intérieure. Et on communique peut-être moins sur les exploits qu'avant. Donc, les alpinistes ont changé, la montagne a changé. Il y a des courses qu'on faisait avant que maintenant on ne fait plus, et inversement. Donc voilà, l'alpinisme évolue dans son temps et dans sa pratique. Cet espace alpinisme ici doit permettre aux visiteurs de toucher du doigt cette discipline. C'est pas facile quand on ne connaît pas, puis on se dit que ça paraît complètement insurmontable. Comment on peut faire passer les émotions que vous avez quand vous êtes tout là-haut? Déjà, faire passer les émotions, c'est d'essayer de dire aux gens d'essayer d'aller en haute montagne, parce que l'alpinisme a une connotation un petit peu héroïque, donc il faut essayer de casser ça, même si effectivement on voit les grands noms qui sont derrière nous. Là, on est dans des actes vraiment magnifiques et qui restent dans l'histoire de l'alpinisme. Mais l'alpinisme, la base de la pyramide, c'est une pratique basique de gens qui vont dans un terrain entre guillemets hostile, mais complètement magique et sur lequel n'importe qui peut s'initier.
Donc si je vous suis, on peut commencer à n'importe quel âge? C'est tout à fait, c'est même conseillé. Et puis c'est bon pour la santé. Voilà. Un petit peu de sport et d'adrénaline. Merci beaucoup Jean-François. De rien. Je vous propose maintenant de rejoindre la station village de Megève. Et si vous voulez justement connaître son histoire et tous ses secrets, il vous suffit de vous munir d'une BD imaginée pour vous transformer en explorateur en herbe. Regardez. Cette bande dessinée n'est pas qu'une histoire, des bulles et des planches. C'est aussi une chasse au trésor et surtout une manière ludique de découvrir l'une des stations les plus mythiques en France, Megève. Alors en fait, c'était une activité qu'on voulait proposer aux enfants, un petit peu différente des activités sportives ou culturelles qu'on peut trouver sur Megève. C'est-à-dire que c'est une chasse au trésor, en fait, avec des énigmes à trouver dans le village. Et ça leur permettait de faire soit en famille, soit tout seul, une découverte du village dans les petites ruelles et les petits coins du village. Aujourd'hui, Sébastien, Jérôme, 12 ans, Johanna et Aurélie, 10 ans, vont se lancer dans leur première chasse au trésor pour une découverte de Megève. Première étape pour nos 4 aventuriers en herbe, l'office de tourisme. Nous avons entendu parler d'une BD sur Megève. Donc voilà, elle se présente comme ça. Vous avez une page, donc histoire sur Megève, tout ce qui est culturel, patrimoine, et l'autre page avec une énigme donc à retrouver dans les rues de Megève. Donc en fait, c'est une BD qui va vous faire vous balader sur les différents sites de Megève. Vous allez par exemple voir le calvaire, ou alors plutôt au centre le cadran solaire, et ainsi que des petites fontaines, des petites statues donc sur Megève. Vous la voulez? Eh bien allez, c'est parti. Ah, merci beaucoup. Bonne chance, bon après-midi. Merci, au revoir. 32 pages, des indices, des découvertes, parce que Megève n'est pas seulement ce que vous en savez. Megève est une station-village qui se découvre aussi la tête en l'air. Vous trouvez pas que la Maison Blanche ici, elle ressemble à quelque chose? Si, ça dit face à la Blanche Maison. Faut être bien face. Suis mon cours d'eau. Suis mon cours d'eau. Là-bas. Sur un pan de mur se cache la statue d'un saint. Quel est son nom? Allez, on va chercher. Logiquement, on doit aller là-bas. C'est sûr, ça paraît logique. Sur un pan de mur se cache la statue d'un saint. Je pense que c'est plus par là-bas. Là-haut. Ah ouais, là-haut. Peut-être Saint-Jean-Baptiste de Salles. Ok, stylo. Eh bah, faut écrire. Stylo. Stylo. Ah non, c'est moi qui ai stylo. Stylo. Qui c'est qui écrit? Toi. Non, toi. Allez, vas-y. À la une de cette bande dessinée interactive et ludique, l'une des enseignes phares de Megève, indissociable de l'épopée du ski et de l'histoire du village. Ah, mais c'est le magasin à l'art, j'avais pas vu. Les gens, ils arrivent, créateurs du fuseau, qu'est-ce que c'est? La naissance du ski, la naissance du fuseau, la naissance de Megève, c'était tout au début, quoi. Éditée en français et en anglais, cette chasse au trésor en bande dessinée ne s'adresse pas qu'au jeune public, même s'il en reste la cible, pour des raisons pas seulement historiques, mais aussi géométriques. Alors, combien de triangles forment ma croix enfermée dans un cercle? On a déjà un cercle. 4 triangles, oui, 4 triangles. Ok. Nous savons qu'on fait. Alors, on écrit. C'est original et puis on découvre des trucs sur Megève qu'on connaissait pas forcément. Après, par exemple, il y a des questions, combien il y a de triangles dans un rond où il y avait une croix, on ne sait pas forcément, ça ne sert pas énormément, mais comme ça on sait des choses de plus sur Megève. Parce que je pense que tout seul, ça doit être... c'est à faire, mais je pense que ça serait moins bien qu'en groupe. C'était super, ça nous donne l'occasion de voir les faces cachées de Megève un peu. Et puis, c'était super. Cette exposition de photographie d'alpinisme de Pascal Tourner est visible jusqu'à la fin de l'année ici à l'espace Terraz à Chamonix. Et ce n'est pas le seul rendez-vous à noter dans vos agendas. Voici les événements pour les prochaines semaines au Pays du Mont-Blanc. Le 4e Open Ski Golf du Mont-Blanc aura lieu les 5 et 6 mai. Former une équipe de 4 skieurs et golfeurs, hommes ou dames, juniors ou adultes, et conjuguer carving et swing au pied du Mont-Blanc à l'occasion de ce rendez-vous printanier.
Le dimanche 13 mai, ne manquez pas la 3e édition de la Rando VTT organisée par Dre dans le Darbon à Domancy. Avec un circuit de 10, 30 ou 40 km selon vos envies. Cette année également un itinéraire pédestre sur la plaine de Passy. Et enfin, grâce à Altitude Nature, les personnes ayant un handicap peuvent également participer cette année à la Rando VTT pour effectuer un itinéraire en fauteuil tout-terrain ou en Simgo. Enfin, direction Sallanches pour la 7e grimpée du Ruisseau. Cette course à pied se déroulera le 27 mai. Au programme 2 marches populaires et une course pédestre classée au challenge Oxygène sur chemin de montagne dans une ambiance sympathique et conviviale. Pour plus d'infos sur les événements à ne pas manquer, rendez-vous sur le www.pays-du-mont-blanc.com. C'est la fin de ce numéro d'Esprit Mont Blanc consacré à l'alpinisme. N'hésitez pas à vous connecter sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour venir faire le plein de sensations fortes et redécouvrir le pays du Mont Blanc en images sur sa Web TV. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt, salut!